Salut à tous et bienvenue dans Long Live le débrief. Une semaine sur deux avec David Ordonneau, le producteur de ce podcast. On revient sur l'interview de la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'interview avec le docteur Wiktoria Tchaikovsky, qui est donc médecin du sport, jeune médecin du sport, hyper intéressé par la longévité. Et on a eu plein de retours suite à cette interview. C'était hyper intéressant. Salut David. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien, c'est un épisode qui m'a fait dire qu'il fallait que je fasse encore plus de sport que ce que j'en fais, c'est-à-dire que j'en fais pas du tout. Et alors, justement, ma question première, c'est est-ce que tu as chaussé tes baskets, enfilé ton maillot de bain ou dépoussiéré tes haltères après avoir écouté Wiktoria Tchaikovsky ? Non, mais j'ai clairement, j'ai culpabilisé parce que je suis loin de ce sujet, vraiment, et je me suis rendu compte, mais on va en parler, qu'il y a plein de sujets d'importance et qui sont... je me suis senti à la fois extrêmement concerné, parce que le sport devrait concerner tout le monde et doit parler à tout le monde, et extrêmement éloigné parce que je me suis dit c'est pas possible, il faut arrêter en fait de ne pas en faire. Et alors moi j'ai eu beaucoup de retours de ma Alors communauté. voilà, tu disais beaucoup de retours, c'est quoi les retours ? Hyper positifs, c'est-à-dire que vraiment j'ai eu plein de messages du style c'est hyper motivant, ça me rassure, beaucoup de gens très rassurés sur leur pratique, sur leur intensité de pratique, beaucoup de gens aussi qui ont été un peu galvanisés par le discours, on risque pas d'en faire trop, on peut toujours progresser aussi, même plus âgé. Donc plein de gens m'ont dit ça me donne vraiment envie de continuer, de me dire que c'est pas pour rien et que j'ai continué à progresser. Donc voilà, plein de retours comme ça, hyper positifs sur le sport plus vieux, le sport intense quand on est plus vieux. Et en revanche, je me suis fait, mais alors, tracher de la mort suite à cette interview. Sur quoi ? Pourquoi ? Parce que donc hier, j'ai pas pu faire mon sport parce que j'ai eu un petit, j'ai eu un contretemps familial clairement le matin, et donc j'ai marché 20-30 minutes entre deux rendez-vous. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire une petite vidéo en disant, je marche 20-30 minutes là entre deux rendez-vous, mais c'est pas assez, c'est pas équivalent à une séance de sport. Ce que vous dites dans l'épisode, que vous avez dit dans l'épisode, on y reviendra. Mais... Exactement. Et donc, je sors mon téléphone, je fais ma petite vidéo, je publie ça, mais vraiment de façon très sympa. En fait, je dis dans cette vidéo, ça ne suffit pas de faire 20-30 minutes de sport, on devrait tous faire au moins 30 minutes de sport un peu intense chaque jour. Et le problème, c'est que rien n'est fait dans la société pour qu'on y arrive. J'étais vraiment dans le truc à dire, il faut que les entreprises, les salariés, les jeunes, tout le monde se bouge un peu pour faire bouger les choses et qu'on arrive plus facilement à faire du sport et que ce soit intégré dans le quotidien. Et là, je me suis pris la rafale de commentaires. Je pense que les gens n'ont pas écouté la vidéo en entier et se sont juste braqués sur le fait que faire 20-30 minutes de marche, ça ne suffit pas. Et du coup, je me suis pris plein la tête. Parce que quoi ? Parce que ça les faisait culpabiliser ? Exactement, culpabilisation. Ah mais il faut toujours faire plus, on en a marre, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Alors que je sais très bien que c'est impossible, et justement je le dis, c'est malheureusement impossible aujourd'hui, et il faut faire bouger les choses, les politiques, les entreprises, les salariés, tout le monde doit converger là-dedans. Mais clairement, ça n'a pas été entendu, et donc je me suis fait bien tracher. Donc je te rejoins sur le fait que... C'est impossible presque aujourd'hui dans la vie moderne de suivre ces recommandations de minimum 30 minutes de sport par jour quand on est adulte. Et je te rejoins sur le fait que personne n'y est et comment est-ce qu'on peut faire ? Ouais, c'est ça. Dans cet épisode, il y avait à la fois un truc de c'est impossible et c'est indispensable. Et c'est très gênant comme position. Si on doit rentrer et dérouler justement le fil, parce qu'on va en parler, il va être question que de sport. Il était finalement question que de sport là-dedans et de corps. Donc c'était intéressant parce que moi aussi j'ai appris des trucs très techniques et très pointus et à la fois accessibles dès qu'on me les explique, mais voilà, il y avait beaucoup de précision. Vous avez commencé par parler de l'échauffement. C'est vrai que c'est une question, quand on n'est pas sportif, et apparemment quand on est sportif aussi, on peut le négliger un petit peu. Complètement. Un bon échauffement, c'est quoi ? C'est la première chose que vous avez posée. Et c'est le truc que personne ne fait. Et apparemment, toi, pas toujours. Et ouais, même moi, c'est vrai que, tu vois, là encore aujourd'hui, je suis partie courir. En plus, pour un fractionné, je me suis pas vraiment échauffée. J'ai fait quelques montées sur les pointes, quelques tout petits squats et j'ai commencé un peu cool. Mais ouais, je me suis pas vraiment échauffée. Et alors que je sais qu'il faut le faire, mais voilà, j'ai que 55 minutes pour faire ma séance de sport. Et donc, si je mords 10 minutes dessus en m'échauffant, ça me saoule. Alors que je sais très bien qu'il faut le faire. Donc... Je sais. Alors j'ai appris les durées. Elle dit que pour un bon échauffement, il faut pas faire moins de 5-10 minutes. Ouais.
Et elle fait une différence, et c'est marrant parce que moi je suis totalement à l'ouest sur ce genre de truc, mais entre les sports où il y a des appuis, du contact, et les sports portés. Voilà. Par sport porté, on entend la natation par exemple. Natation, vélo. Ouais, exactement. Où on n'est pas en contact et où il n'y a pas d'appui répété. Voilà, il n'y a pas d'impact. D'impact, voilà, c'est ça. Et donc plus on fait des sports, enfin si on fait des sports avec des impacts, l'échauffement doit être plus long. Plus long, et voilà, la lubrification des articulations, se préparer à l'impact. Ouais. Et donc on descend pas en dessous de 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes d'échauffement. Donc clairement, si on va courir, ça va être des montées sur les pointes de pied, ça va être quelques squats, quelques flexions complètes, ça va être des montées de genoux, des talons-fesses, ce genre de choses. Mais en fait, on peut faire à la maison avant de partir. Ouais, c'est pas bête. Mais ça rejoint ce qu'on se disait au début de la difficulté qu'ont les gens, et je me mets absolument dedans, à faire de l'exercice et à faire du sport. C'est qu'il y a une notion de discipline, en fait. Et la discipline, elle commence avant même la pratique sportive par ça, par l'échauffement. Et tu vois, même toi qui, voilà, un exemple de personne sportive, très sportive. Qui a envie de durer longtemps dans mon sport. En plus, toi-même, tu le fais pas forcément, quoi. Ouais, je sais que la discipline pour ça, de l'échauffement, de l'étirement aussi, par exemple, post-effort. Alors, pas juste après son effort, mais au moins une fois par semaine, bien s'étirer, se masser pour justement entretenir ses muscles, ses articulations. Toute cette un peu logique d'entretien, mais comme on a du mal aussi à entretenir son ordinateur ou parfois entretenir certains petits trucs, en fait on utilise sans trop s'occuper du back-office. C'est un peu la même chose avec notre corps en fait. Finalement, c'est un peu comme nettoyer, ranger sa chambre, faire sa compta, tenir ses comptes à jour, savoir où on en est. S'échauffer, s'étirer au moins une fois par semaine, ce genre de petits trucs comme ça paraît être du détail parce que ça consomme pas de calories, ça prend du temps, mais finalement c'est ce qui entretient le mécanisme sur le très long terme. Et alors c'est marrant, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, je fais un petit spoiler, je peux dire qui est-ce que tu as dans le podcast la semaine prochaine ? Ah bah oui. Alors tu as Sylvie Tellier et on a enregistré l'épisode et je pense à elle parce que donc les gens vont découvrir la semaine prochaine, mais elle dit à un moment, ce truc que j'ai trouvé hyper percutant, je considère mon corps comme une voiture. Et donc, je lui donne le carburant dont elle a besoin en termes de quantité, de nature. Elle parle de ça pour l'alimentation, pour le sport. Et clairement, c'est ça dont il s'agit, en fait. Tu vois, tu dis, on pense à utiliser, mais on pense pas à l'entretien. Eh bien, comme une voiture, en fait. Exactement. Le corps nécessite des sessions d'entretien, en fait. Exactement. Et donc, il y a la gym d'entretien. Mais même aussi pour, par exemple, si tu as un peu une voiture de course, quelque chose, il faut aussi parfois pousser un peu le moteur pour savoir ce qu'il vaut un peu tout le temps. Il faut aussi, tu vois, parfois le faire rouler juste pour maintenir un peu ses capacités. Donc, c'est vrai que ça peut être quand même une bonne comparaison. Ouais, je crois que je suis une Renault 5. Je peux plus rentrer dans Paris et tout. Je suis critère 5. Vous avez parlé très vite de la respiration. J'ai trouvé ça intéressant parce que vous avez dit des choses auxquelles je ne pense pas, moi. Elle dit que la respiration, déjà, c'est important pour le rythme. Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise, ouais, la respiration, c'est important. Elle dit, voilà, c'est surtout une histoire de rythme, notamment quand on court, en fait, c'est un truc qui est important pour trouver voilà, ce qui va bien accompagner son effort, en fait. Ouais, la respiration, trouver son rythme, se calmer. Je pense qu'elle l'a dit d'ailleurs, il y a des personnes qui doivent se faire accompagner parfois aussi par un psy ou un sophrologue pour apprendre en fait à calmer sa respiration. Ouais. Ça canalise le stress, notamment pour les gens qui font de la compétition ou du sport un petit peu intensif. Et ça te calme aussi si tu as peur d'avoir les sensations quand tu travailles ton cardio où tu te sens essoufflé. Donc voilà, ça t'aide. Mais moi, ce que j'ai le plus appris finalement quand on a parlé de respiration, c'est que finalement, c'est jamais les poumons qui sont la limitation, exactement. C'est toujours le cœur. Ouais. Et ça, je ne le savais pas. Et quand elle dit, voilà, les poumons ont 10 fois la capacité de ton cœur. Ah ouais. Donc en fait, c'est toujours le cœur en fait qui est en limitation. C'était ma note suivante, sauf en cas de pathologie, évidemment, quand les gens ont un problème au poumon. Mais si c'est pas ça, c'est vrai. C'est pas la majorité. Non. Finalement, c'est toujours le cœur. Et en fait, quand on s'entraîne, il faut pousser son cœur et c'est ce qui fait le plus mal, entre guillemets, parce que c'est difficile. Et d'ailleurs, les études ont prouvé, c'est le cerveau qui a peur de mourir. Maintenant, qui se met en mode panique et nous dit d'arrêter. Alors qu'en fait, on peut continuer. Le cœur peut continuer, les poumons peuvent continuer, mais le cerveau, c'est une résistance mentale à l'effort, nous dit d'arrêter parce qu'il veut nous protéger. Donc, le cœur et les muscles, elle dit aussi. Elle précise que quand on n'a pas comment dire, je sais pas si on peut parler d'appareil musculaire ou en tout cas pas suffisamment développé. Voilà, ça crée cet essoufflement. Ouais, c'est les muscles qui sont limitants en premier. Ouais. Deuxième limite, c'est le cœur. Et troisième limite, c'est le cerveau. C'est intéressant. Carrément. Mais moi, je découvre ça, tu vois, le rythme, le stress. Et puis voilà, ce fait que en fait, les poumons ne sont souvent, ou quasiment que très rarement, la cause d'un essoufflement.
Du coup, vous êtes allé sur le cœur, forcément. Et là encore, en fait, moi j'ai découvert plein de choses à chaque fois qui vont un peu à contre-courant de ce que je m'imaginais, et des représentations inconscientes qu'on doit tous avoir, par exemple sur l'entraînement cardiaque, et le fait qu'on peut progresser à ce niveau-là. T'es rentré de manière très frontale dans certaines questions. Tu as dit en fait, en gros, est-ce que plus on est vieux, plus c'est difficile ou tout ça. Et elle, par exemple, sur le cœur, elle a une réponse très nette. Ouais, il y a aucune différence en fait entre un cœur jeune et un cœur vieux. Il peut toujours s'adapter. Mais ça, Alors c'est dingue. Non seulement il n'y a même pas de différence, mais même elle parlait de l'ultra trail par exemple, en disant que des sujets plus âgés avaient souvent beaucoup plus de capacité à appréhender l'effort que des sujets d'endurance. Alors en fait, il y a une différence dans l'explosivité, donc dans la capacité à vraiment envoyer énormément d'un coup, mais c'est aussi une différence en termes de masse musculaire. Mais ensuite, par exemple, pour l'endurance, sur la durée, donc le cœur qui bat vite pendant très longtemps, ça, on l'acquiert plus on vieillit en fait. Quand on est jeune, on va pas avoir une telle endurance, c'est-à-dire que le cœur qui bat très vite, il va être un peu plus limité sur la durée, alors que quand on est vieux, il peut battre vite et fort pendant très longtemps en fait. Donc il progresse en endurance. Plus on est endurant. Tout à fait. C'est hyper positif en fait. Je trouve que, puis on va le voir tout au long de ce débrief, mais il y a plein de choses qui sont très encourageantes en fait. Non mais c'est fou. C'est pour ça que j'ai eu des messages de communauté hyper rassurés et motivés et galvanisés finalement, en se disant mais en fait la vieillesse c'est pas du tout une limitation dans le sport, au contraire. Et surtout on peut vraiment continuer à s'entraîner de façon intense. Alors voilà. Moi je pense que l'intensité, ça a été une des révélations de cette interview. Ouais. C'est l'intensité et musculaire qu'on peut mettre dans nos entraînements, mais aussi cardiovasculaire. Et notamment sur la limitation de la fréquence cardiaque max à l'effort. Quand, tu sais, on dit, oui, quand plus t'es vieux, faut que ton cœur il batte avec moins de battements par minute. En fait, non, si tu es un sujet entraîné, si tu as l'habitude de pousser ton cœur, il peut monter, même quand t'as 60 ans, ton cœur, il peut monter à 180, à 190, sans problème. Parce qu'en gros, tu posais cette question, parce que par retour d'expérience, on te le demandait souvent, des exercices, une pratique sportive plus douce. Écoutons ce qu'elle a dit. Il y en a qui me disent je suis trop vieux et je vois le patient, il a 50 ans. C'est absolument pas acceptable de se dire ça, parce que à moins d'avoir des problèmes, c'est souvent des personnes qui ont pas de problème, ils osent plus reprendre à cause de l'âge, ils osent plus recourir, alors que au contraire sur tout ce qui est ultra longue distance, en fait on est meilleur après 40 ans. Enfin on a plus d'entraînement, le cœur il a plus travaillé. On a plus de temps aussi pour s'entraîner. On a plus de temps, plus de patience et plus de mental. Et c'est des choses aussi, mais en tout cas sur l'ultra trail, j'ai des patients de 60-65 ans qui courent des très très longues distances sans absolument aucun problème cardiaque. Alors parfois ils viennent pour des petits soucis tendineux, mais ça se passe absolument très bien, et puis ils prennent beaucoup de plaisir et surtout ils sont très en forme. Donc non, en fait il faut pas du tout se limiter, et c'est vraiment quelque chose que je dis moi aussi souvent, c'est que quand on a plus de 50 ans, souvent on se croit fragile. Alors qu'en fait, c'est en se croyant fragile qu'on se fragilise. Parce que quand on se croit fragile, on va moins pousser son cœur. On croit qu'il faut faire de la muscu, mais plus douce, avec des petites haltères de 2 kilos. Ou on croit qu'il faut faire plus de yoga. C'est très bien le yoga, mais c'est pas suffisant pour entretenir, pour augmenter sa masse musculaire. Et il faut pas se croire fragile, en fait. Il faut au contraire se mettre en danger. Il faut s'obliger à faire un peu du sport d'impact, des sauts, de la randonnée, dans des pentes. Alors ça, vous avez des trucs très étonnants. Les impacts, par exemple, quand on se parle d'impact, quand on se parle de la course, des choses comme ça. Le tennis. Exactement. Elle nous apprend dans l'épisode, enfin tu devais certainement le savoir, mais l'os se reconstruit et se solidifie, et à un moment elle dit plus on met d'impact, plus l'os devient dur et dense. Ouais, c'est un médicament contre l'ostéoporose, c'est l'impact. Donc sauter à la corde, faire de la randonnée en descente où c'est un petit peu difficile et on est presque un peu en train de sauter sur les pierres, faire de la course à pied, du tennis, du foot, du basket. Quand on a 60 ans, 70 ans, pour s'obliger à sauter, et en fait, ça construit les os. C'est fou, quoi. Parce que paradoxalement, on pourrait croire que c'est l'inverse. Alors que non, on pourrait penser que ça nous fragilise, mais là... En fait, non, le corps, il se construit avec les adaptations qu'on lui demande. Donc, si tu veux un cœur fort, il faut que tu demandes à ton corps de construire un cœur fort, et donc il faut que tu te boostes. Le corps, en fait, il a toujours envie de régresser, et il va s'adapter à la stimulation que tu lui donnes. Donc, si tu lui donnes une stimulation forte de faire de la randonnée ou courir, il va se construire en fonction. Et c'est ça, il faut toujours aller chercher un petit progrès supplémentaire. Et donc, il faut aller chercher de la difficulté, alors que notre mental nous incite à aller chercher de la facilité. À calmer.
Donc c'est vraiment difficile. C'est pour ça que être un être humain, c'est difficile, parce que notre corps a besoin de difficultés pour aller bien, et notre cerveau recherche la facilité pour aller bien. Ouais. Mais la difficulté fait quand même aller bien mentalement. Donc en fait, il y a un paradoxe permanent, une ambivalence entre le corps et le mental, et les unifier, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est le seul endroit où il faut considérer que se faire mal, ce qui n'est pas le cas in fine, peut faire du bien. C'est-à-dire, on croit que ça va nous blesser, nous ralentir. Exactement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien et au physique, mais aussi au mental, mais après. Ouais, c'est ça. Donc, je sais que c'est compliqué, mais c'était bien expliqué, en fait. Ouais, carrément. Non, mais du coup, ça fait envie, ça donne envie, quoi. Et puis surtout, ça fait qu'on se dit qu'il faut se dépasser pour que ça aille mieux, quoi. Aller chercher un petit peu plus loin. Le seul souci, c'est que, en fait, je me rends compte, c'est que, donc, on dit tout ça, mais plus tu dis ça, et plus les gens se braquent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le sport, c'est un peu comme l'alimentation. Les gens maintenant deviennent un peu vite braqués. C'est-à-dire que dès qu'on leur dit qu'il faut faire différemment ou plus dur ou un peu plus intense, c'est comme pour l'alimentation. Si on leur dit qu'il faut peut-être limiter les aliments transformés ou limiter, je sais pas moi, la consommation de viande rouge, par exemple, tout de suite, ça braque énormément les gens. Ouais. Ils en ont marre des injonctions. Ils en ont marre aussi, des injonctions, mais en fait, il y a vraiment cette difficulté de communication de ces messages qui sont pourtant essentiels et qui font que les gens se braquent parce qu'ils se sentent peut-être, je ne sais pas, submergés dans cette impossibilité face à un mur. Et donc, on a vraiment beaucoup de mal à en parler. Et tu vois, par exemple, je sais pas, on a vraiment très bien réussi avec le tabac. Il faudrait peut-être revenir dans les années 90 quand on a commencé. Oui, mais la sédentarité aujourd'hui tue plus que le tabac. Moins visiblement. Tu vois ce que je veux dire? On a tous des images de gens. Regarde, sur les paquets de cigarettes, il y a des images. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais on devrait mettre ça aussi sur les paquets de burgers. Tu l'associes pas, mais tu l'associes pas. Tu l'associes pas parce que c'est une mort lente, parce qu'elle s'exprime pas physiquement, elle s'exprime pas par l'image. C'est très dur de faire le lien, en fait. Le tabac, on a tous vu des gens qui ont le cancer, on voit tous à quoi ça ressemble, cette descente-là. Alors que, oui, mais tu vois, par exemple, le diabète de type 2, des maladies comme ça qui sont lancinantes, aussi très lentes, où on te coupe un bout de pied, et puis encore un bout de pied, et puis après tu vois plus rien, et puis après tu peux plus bouger, t'es en fauteuil roulant. Tu vois, c'est aussi horrible. Ouais, bien sûr. Mais les gens font moins le lien, je pense. C'est plus difficile de communiquer là-dessus, parce que c'est insidieux, en fait. Puis ça prend du temps, et puis tu te dis, bon, c'est pas un burger de plus, tu vois, qui va t'emmener dans le truc. Pas plus qu'un paquet de cigarettes, tu me diras, mais faut juste arrêter et se réguler, quoi. Mais c'est étonnant parce que c'est des sujets qui sont indispensables au bien-être et à la santé. Donc c'est Moi, ce que j'ai beaucoup écouté dans son message, j'ai senti un peu de frustration dans son message sur la médecine préventive, qui est pas du tout au goût du jour, et qu'aujourd'hui les médecins ne sont que dans le curatif quand c'est déjà un peu trop tard. Et tu vois, notamment sur des analyses sanguines. On peut écouter ce qu'elle a dit sur les bilans sanguins, c'est étonnant ça. Après, les sportifs, on va parfois leur faire des bilans plus personnalisés au niveau nutrition, avec notamment soit des sportifs qui sont dans un cadre de blessures un petit peu à répétition. On trouve pas la cause. Là, on va revoir un peu leur alimentation avec un calendrier alimentaire, de voir ce qu'ils mangent et leur faire des bilans sanguins de micronutrition. Et là-dessus, on pourra tester tous les micronutriments. Mais parce qu'il y a vraiment des carences qui sont liées à certaines blessures spécifiquement, ou est-ce que c'est difficile à déceler? Alors, c'est vrai que dans les tendinopathies, un manque d'apport de certains micronutriments, ça peut jouer. Hein. C'est sûr que c'est quoi le zinc, le sélénium? C'est ça. En fait, si on manque de micronutriments, on va avoir une réparation qui va être altérée en fait sur les tendinopathies. Donc, c'est extrêmement important de le dépister aussi, autant au niveau alimentaire que sur un bilan sanguin qu'on va prescrire aux patients. Qui est un bilan un petit peu confort, il est considéré comme pas remboursé par la Sécu, hein. Sur les bilans de micronut, c'est pas, regardez, on n'est pas, il y a des petits éléments qui sont pas remboursés parce que c'est considéré un petit peu comme choses du luxe, alors que finalement c'est parfois très utile sur la prévention des blessures.
Oui, voilà, en fait, c'est un luxe, c'est-à-dire que c'est pas remboursé par la sécurité sociale de savoir si t'es un peu en carence d'iode ou de sélénium ou de cuivre, parce que c'est un peu du confort. Oui, c'est sûr que ça va te faire aller un petit peu mieux. Ça va pas te guérir d'une maladie grave. Et la médecine aujourd'hui, elle guérit, elle ne fait pas aller mieux. Elle ne prévient pas. Et ça, je pense que pourtant, c'est vraiment le futur de la médecine. C'est une médecine de prévention et on n'y est pas du tout. Et tu sens que les médecins modernes, la jeune génération aurait envie de ça et se sent un peu brimée peut-être aussi dans ses idées. Mais il y a aussi un truc qui est étonnant et que vous m'avez appris que je connaissais, auquel je n'avais jamais réfléchi, c'est le rapport à l'alimentation et à la nutrition quand on est formé, quand on est médecin. Parce qu'en fait, vous avez mis le doigt sur quelque chose que je n'avais jamais envisagé, c'est qu'ils sont pas formés, la nutrition, alors que l'alimentation, c'est quand même on parle du premier médicament, Hippocrate, c'est ça l'idée, hein. Et quand tu te dis que les soignants ne sont pas formés sur des questions de nutrition... Pas du tout. Et tu vois, moi, pour le coup, j'ai pas mal de médecins dans mon entourage. Ma sœur est médecin. J'ai une aussi très bonne amie médecin et elles ne sont pas formées. Donc voilà, ma copine généraliste, elle s'est formée particulièrement. Et une de mes sœurs, qui est pneumologue, me dit que souvent, dans sa pratique, ma majorité des problèmes viennent d'un surpoids et d'une obésité, alors qu'elle est pneumologue. Ouais. Mais en fait, ça influe aussi énormément. Donc, mais par contre, elle n'a pas le temps de faire de la prévention parce qu'elle est que dans le curatif, parce qu'elle a des patients qui sont super mal, donc il faut absolument leur trouver un moyen de les faire aller beaucoup mieux. Elle a que 20 minutes par consulte, son agenda est rempli pour les 6 prochains mois, donc en fait, elle est un peu dans la roue de hamster, hein, et du coup, elle a très rarement finalement ce temps de qualité pour expliquer à ses patients que le surpoids, l'obésité sont en rapport direct avec leur maladie pulmonaire respiratoire, et c'est impossible. Et j'en ai parlé il y a pas très longtemps avec un copain qui est dans le lobbying de l'industrie pharmaceutique. Et lui, il me dit que l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire ne communiquent pas entre elles et ne sont pas du tout dans une sorte de complot pour faire aller mal les gens et ensuite leur filer du médoc. Lui, il est convaincu que ça n'existe pas. Mais beaucoup de gens sont convaincus du contraire. Moi, je ne suis pas du tout complotiste, mais je pense que quand même, on est en fait en train de favoriser ce cercle vicieux de la malbouffe, la médecine curative, encore plus de malbouffe, encore plus de médecine curative, et en fait, on n'arrive pas à s'en sortir. J'ai pas de solution, je te dis que j'arrive pas à s'en sortir. Non, mais il y a aussi une question de volonté, de là où est-ce qu'on met des moyens. Regarde, tu me parles de ton ami médecin, qui a mon père est médecin. Donc, je vois très bien ce que c'est qu'un carnet de rendez-vous. Si demain, elle décide que le vendredi, elle ne fait que des consultations pour de la médecine préventive, elle le fera. Mais elle ne le fait pas, en l'occurrence. C'est Donc vrai. il y a aussi, tu vois, elle pourrait très bien se dire, désormais, un quart de mon temps, une journée par semaine, ce sera que des rendez-vous de prévention ou de la conférence que je fais pour communiquer. Donc voilà, effectivement, il y a tout un tas de problèmes à gérer, tout un tas de... Donc du coup, on répond au plus pressé finalement. Moi, je pense que finalement, en termes de prévention, on en est au même point un peu que l'écologie il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut une prise de conscience. On n'en a pas encore fait sociétalement. Il n'y a pas de prise de conscience sur la prévention par le sport, par l'alimentation équilibrée, par le manque de temps. Et tu vois, le fait, quand j'en ai parlé là sur mes réseaux sociaux, c'était typiquement kill the messenger. C'est-à-dire qu'on m'a tué alors que je ne délivrais qu'un message. Et donc, voilà, c'est un peu, tu sais, le début quand tu commences à parler d'un sujet, la société se braque, et puis après tout le monde est contre, et puis après tout le monde trouve que c'est naturel. Là, c'était un peu ça, c'était vraiment la levée de bouclier. Parce que les gens sont pas prêts à l'entendre. Voilà, je pense qu'en termes de médecine préventive, on en est comme l'écologie il y a 10-15 ans. Et donc ça va être très long. T'as posé une question qui m'a étonné aussi. Est-ce que le sport fait vieillir ? Moi, c'est une question que je m'étais jamais posée, et en fait, c'est vrai. En fait, est-ce que la pratique fait accélérer le vieillissement, ou même physiquement ? Oui, le fait d'avoir un peu l'usure. C'est vrai que parfois, quand on voit des sportifs de haut niveau, ils sont souvent très marqués au niveau du visage. On voit aussi parfois des anciens sportifs de haut niveau qui ont pris énormément de poids et qui finalement meurent assez jeunes, comme certains footballeurs qu'on a pu voir et qui, entre guillemets, finissent mal. Tu vois. Oui, bien sûr, mais en fait, c'est souvent l'image un peu comme ça des sportifs de haut niveau très intenses. Et tu vois, elle met tout de suite le haut là entre la pratique du sport de haut niveau
qui en effet est presque délétère parce que trop intense et abusive pour aller chercher des performances extrêmes, alors que le sport régulier, au contraire, en fait, favorise finalement un bon vieillissement. Ouais, ralentit le vieillissement et voilà. Et a des effets positifs aussi sur le cerveau. Vous reveniez là-dessus. Les gens n'y pensent pas assez à ça. Non, les gens n'y pensent pas assez. La concentration, assagir les enfants, c'est énorme. Mais en fait, tu vois, moi, en fait, finalement, ce podcast me frustre énormément. Non, mais j'adore ce podcast, mais finalement, au fil de nos conversations, on en est quoi? Peut-être à notre 15e conversation, là, David? Ça me frustre parce qu'en fait, les gens qu'on interviewe sont hyper au fait, font tout ce qu'il faut, auront un futur radieux, et la société n'est pas du tout prête à l'entendre, en fait. Donc, est-ce qu'on est trop en avance? Ceux qui savent le sont toujours. Et malheureusement, tu vois, je vois que la société va pas du tout dans le sens, quoi, de la longévité. Mais c'est le principe de fait, elle va être obligée d'appréhender la société, cette problématique-là. Il y en a plein d'autres aujourd'hui qui s'imposent parce qu'elles paraissent être des urgences. Et celle-là, on la voit pas arriver. Et pourtant, c'est l'urgence absolue. La sédentarité, c'est 140 milliards d'euros par an. Mais dépensés par la sécurité sociale dans des maladies chroniques ultra graves, comme tu dis, insidieuses qu'on ne voit pas. C'est sûr que c'est moins spectaculaire, un diabète de type 2, une sleeve, des maladies cardiovasculaires où finalement, bien sûr, il a du cholestérol, il va prendre des statines, il a des problèmes de coronaire, il va aller se faire poser 3 stents, qu'est-ce qu'elle a elle a, je sais pas moi, un problème de foie, elle va prendre tel ou tel médicament. Mais tout ça, en fait, ça coûte. Ouais. Mais plus que le Covid, ça coûte plus que tout, que vous pouvez même pas imaginer. Alors qu'avec une culture de la prise en charge de l'entretien et du bien-être, et donc par le sport, on éviterait beaucoup de choses. Le sport et l'alimentation équilibrée. Mais, c'est embêtant pour moi parce que plus j'avance et plus je suis frustrée de voir que ça va pas du tout dans le bon sens. Et encore une fois, je pense que c'est un peu comme, tu vois, les lanceurs d'alerte autour de l'écologie qui voient que ça n'avance pas. Clairement, au niveau de la prévention santé dans nos sociétés modernes, on en est vraiment exactement au même point. Est-ce que dans tous les pays c'est comme ça, tu penses? Oui. Dans les pays anglo-saxons? Pire. Ah ouais. Attends. Aux États-Unis, c'est dans certains États, 70% de la population obèse. Ouais. Dans des États comme la Louisiane, des États assez pauvres. Mais oui, et en Angleterre, énormément. Pour l'instant, aucun pays n'a réussi à faire baisser le surpoids et l'obésité et les maladies liées à la sédentarité. Aucun pays. Donc et pourtant, les médecins ont envie. Mais tu vois, eux aussi, je sentais, moi, dans le discours de Victoria, je sentais elle aurait eu envie d'en dire plus, mais je sais pas comment dire, je sentais qu'elle diminue un peu son discours pour pas non plus braquer. Ouais. Oui, parce qu'il y a cet enjeu de pas éloigner les gens et d'essayer de les rattraper tout le temps. Ça doit être assez désespérant quand même. Parce que les clés, on les connaît. Les études scientifiques, on les connaît. Et quand on écoute un épisode comme le vôtre, on voit qu'il y a des choses prouvées qui permettent d'atteindre des objectifs. Mais en plus, c'est prouvé, mais des milliers de fois. Ouais. Et on n'y va pas. Non. Je culpabilise, parce que là, pour le coup, tu vois, je suis typiquement l'exemple. Non, mais tu vois, de et donc il y a ça, donc il y a ce sujet-là, et il y a donc en effet ce sujet du temps. Parce que faire du sport, c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent. Tout le monde court après l'argent. Clairement, c'est ça le nerf de la guerre. Donc, comment... J'en perds mon latin. Non, mais comment est-ce que... Tu vois, toi, par exemple, qui ne fais pas de sport, comment est-ce que tu pourrais faire? Tu vois, comment est-ce que tu pourrais t'organiser? Alors si, c'est très simple. Je prends mon agenda et je m'impose une... Point. Je veux dire, de la même manière... Oui, mais tu vois, tu le fais pas. Je le fais pas parce que c'est pas... Ouais, parce que ça exige une rigueur, une discipline. Parce que c'est quelque chose qui produit pas des effets immédiats. C'est quelque chose qu'il faut habiter, installer. Flemme, en fait. Flemme, on va pas se mentir. En fait, on a la flemme. Tout le monde, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui regrettait une séance de sport. Ah ça c'est sûr. Ça vient pas de moi, c'est toi qui le dis. Non mais tu vois. C'est un mot que je dis tout le temps. On regrette jamais un entraînement. Exactement. Moi, à chaque fois que j'allais nager, à une époque où j'allais nager, je me disais toujours, je regrette. Putain, mais aujourd'hui, je me dis... oui, mais du coup, tu vois, parce que toi, finalement, t'es quand même indépendant. Tu peux choisir ton emploi du temps comme tu le souhaites. Donc, tu vois, qu'est-ce qui fait
que on n'y arrive pas en tant que société à mettre 30 minutes de sport dans la vie de tout le monde? Ouais, c'est ça la question que je me pose. Ben moi, parce que j'ai la flemme. Et je sais très bien que commencer, c'est poursuivre. C'est-à-dire que je sais que quand je commence à faire du sport, si j'arrive à maintenir à partir d'un certain cap qui vient assez vite, mon corps va le redemander et c'est un plaisir d'y aller. Je sais que c'est ce truc, il existe, ce que j'ai déjà Donc vécu. toi, l'impulsion, elle viendrait comment? Il faudrait quoi? Moi, Tu sais, parce que ça m'intéresse en fait. moi, j'ai toujours fonctionné à l'ego. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'à chaque fois que je me mettais au sport, c'était soit parce que j'avais un truc tellement lourd à gérer que c'était une manière de m'extraire de quelque chose. Et donc, je savais que pendant 1 heure, j'allais faire le vide. Mhm. Et ça me sortait d'une situation. Soit c'était pour me dire, il faut que je sois plus beau, quoi. Voilà. Ok. Parce que j'ai pas encore de contraintes de santé. Je suis en bonne santé. J'ai jamais vu le sport comme... là, je commence à me dire qu'il faut que j'en fasse parce que je sens que mon corps n'est plus le même. Mais jusque-là, c'était pas ça. J'avais pas d'enjeu de mieux être. Eh bien, tu vois, je pense encore une fois que c'est exactement comme pour l'écologie. C'est-à-dire que aussi flemme de pas, flemme de prendre le train plutôt que l'avion, flemme, tu vois, de se faire cuire ses carottes plutôt flemme d'aller que à la d'acheter des piscine parce carottes qu'il déjà pleut. coupées dans un plastique. Donc c'est ça, et ça c'est très compliqué. Et donc il faut des incitations politiques finalement pour y arriver, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut pas désespérer non plus. Il faut que tu continues à dire ce qu'il faut faire. Ouais. Et d'ailleurs il y a un mouvement des professionnels de la forme, salles de sport, qui souhaitent avoir une diminution de la taxe autour du service du sport pour arriver à une taxe autour de 5%, comme peut l'être pour la restauration. Les restaurations, voilà. ils sont arrivés on n'a jamais vu quel effet ça produisait sur ce secteur, mais en tout cas, pour les salles de sport qui payent des loyers inouïs, des trucs comme ça aiderait. Ouais. Après, je sais pas si ça les ferait remplir. Parce que les gens, moi perso, je m'en fous qu'ils C'est payent. pas une question d'argent pour toi. Ah non. Aller à la piscine, ça coûte rien. Non, mais je Courir, pense ça coûte aussi, rien. c'est pas une question d'argent, c'est Ah non, le une sport, question il suffit de descendre. Moi, je pense que c'est une question aussi de mood de société, de rendre cool le fait de faire du sport, de partir plus tôt du boulot. C'est une culture. C'est une culture. Et moi, je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont basculé et qui sont très contents et c'est leur mode de vie. Et je trouve ça très cool, hein. Moi, les mecs qui ont compris que c'était bon, ils me paraissent moins cons que moi. Hein. Mais bon, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne font comme moi pas de sport? Peut-être que les gens qui nous écoutent, non, eux, mais ils c'est sont ça, parce très... que moi aussi, tu vois, j'ai l'impression en fait de vivre un peu dans mon monde où les gens qui me suivent sont sportifs. J'essaye d'avoir des sportifs autour de moi. Donc c'est vrai qu'après d'être confronté finalement, tu vois, au message que je me suis pris clairement, voilà, enfin la semaine dernière. Ah, c'est troublant. Et que les gens nous disent, ceux qui nous écoutent, s'ils font du sport, qu'est-ce qui les anime, et s'ils n'en font pas, qu'est-ce qui les retient. Bon, je vais aller à la piscine. La semaine prochaine, je vais à la piscine. Voilà, merci beaucoup David pour ce débrief. C'était vraiment une interview que j'étais très contente de vous proposer puisque voilà, enfin la santé par le sport et par l'alimentation, c'est vraiment la clé. C'était un peu technique, j'espère que vous l'avez bien... Moi j'ai tout compris. Hein. T'as tout compris? Ouais, plus qu'avec Anthony Berthoud. J'ai réécouté Anthony Berthoud, j'ai tout compris aussi en fait. Peut-être que j'ai fait preuve de mauvaise foi sur ce truc-là. Mais non, là j'ai tout compris. C'était la reprise aussi, c'est pour ça. Merci beaucoup David, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas de nous mettre des pouces vers le haut, de noter 5 étoiles ce podcast, de mettre des commentaires aussi, de nous envoyer des messages à l'onglet podcast. Ouais, on aime bien vous lire. Ne mettez pas de commentaires trop négatifs sous mes vidéos. Voilà, envoyez-moi des good vibes. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec donc Sylvie Tellier. Et ouais. Voilà, l'interview ex-comité Miss France. Salut!